Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du long format. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Vous êtes de plus en plus nombreux, plus d'un millier, presque 1500 déjà abonnés à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner également à nos autres plateformes X, TikTok, Instagram. Peut-être que j'en oublie aussi. Vous me le rappellerez dans les commentaires si j'en oublie. Donc n'oubliez pas, posez vos questions, vos réflexions, vos commentaires, quels qu'ils soient. Je prendrai soin de les lire, d'être interpellé par des remarques ou alors des considérations pour des invités, des questions à venir. N'oubliez pas, c'est aussi l'avantage de ces plateformes, c'est de pouvoir communiquer directement sans filtre. Et sachez qu'ici, vous êtes totalement libre. Vive la liberté d'expression. Et comme on est totalement libre, j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un qui a son habitude, certes, sur les plateaux télé, mais aussi sur les médias alternatifs. Quelqu'un qu'on ne laisse pas suffisamment parler à mon goût. Monsieur Père De Jong, ancien militaire colonel, vice-président de l'Institut Thémis, expert en sécurité, mais aussi auteur d'Agir entre les lignes, un essai sur les sociétés militaires privées, excellent, que je vous conseille, chers abonnés. Lisez-le, foncez, procurez-le-vous. D'ailleurs, il va être réédité, vous m'avez dit. Et également un titre que j'ai relevé, que je n'ai pas encore lu, mais je l'attends. Poutine, Lord of War, le retour des boyards. Très intéressant quand on pense à essayer de psychologiser Vladimir Poutine dans tous les sens. Pour vous avoir entendu sur le sujet, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus pragmatique qu'on ne le pense quand même. Donc voilà, on va en parler un petit peu forcément. Alors avant toute chose, actualité oblige, j'aimerais avoir votre avis sur la situation actuelle, l'instabilité gouvernementale de la France et quelque part le gouvernement le plus court de l'histoire de la Ve République, on peut le dire. À peine quelques heures, celui de Lecornu qui vient tout juste de démissionner. Qu'en pense l'ancien militaire ? Alors, l'ancien militaire est totalement en dehors de sa zone de confort. Bien sûr. Évidemment, on m'interroge assez peu sur les problématiques politiques. J'ai pas grand-chose à dire parce que c'est tellement une actualité tellement chaude qu'en fait, faire du commentaire à chaud, c'est toujours un peu particulier. Moi, je sais deux choses. La première chose, c'est que je connais un petit peu Sébastien Lecornu, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui était un ministre de la Défense absolument remarquable, qui était maire de Vernon, enfin, donc qui était un homme qui était ancré dans la politique locale. Donc c'est quelqu'un qui était formidable à tout point de vue. Et donc c'est un excellent ministre de la Défense. Bon, maintenant il a fait 3 semaines comme Premier ministre, mais je me demande s'il a eu toute la marge de manœuvre qu'il pouvait espérer. C'est pas sûr. Donc voilà, on en est là. Donc il y a une espèce de gâchis. Je pense qu'on a gâché un personnage. Maintenant, je pense qu'il est jeune, il a 39 ans. Et je pense qu'il a encore des perspectives, mais ce serait dommage parce que c'est un homme que quand je l'ai pratiqué, c'est un homme effectivement très juste, très précis, très concret. Et ça manque parfois dans nos gouvernants. Le deuxième point, c'est que c'est vrai que mettre monsieur le maire, Bruno Le Maire, comme ministre de la Défense, c'est une surprise. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que bon, là, je reconnais, on ressort le gars de la naphtaline, ça fait un peu chaud. D'autant qu'il y avait des compétences, c'est ça que je comprends mal, il y avait des compétences plutôt excellentes pour être ministre de la Défense, entre autres Thiriot, qui est un député LR, qui est un homme quelqu'un de jeune, quarantaine d'années, qui a produit pas mal de rapports sur les questions militaires, qui connaît très très bien son sujet, ou bien éventuellement Jacques, qui est un député LR, qui est le président de la Commission de la Défense nationale. Donc je pense que c'est le moment de mettre en lice de nouveaux ministres, et là ressortir Bruno Le Maire de la naphtaline, oui. Les militaires, c'est une catastrophe. Ils ne comprenaient pas, c'était impensable. On n'a rien contre la personne, ouais. Mais je veux dire que ce n'était pas le moment que ce personnage réapparaisse, d'autant qu'encore une fois qu'il y a des compétences en France dans le domaine militaire et des gens qui n'auraient pas fait de l'ombre à qui que ce soit et qui auraient fait un bon travail de fond. C'est Emmanuel Macron qui lui aurait imposé. Évidemment, c'est le président Le président, c'est, dans notre système français, c'est Deus ex machina, donc il gère de bout en bout. Alors là, c'est un homme de l'ombre, parce qu'il communique très peu. Mais bien évidemment, le Premier ministre est totalement subordonné aux souhaits, aux desiderata du chef de l'État. Oui, on n'oublie pas Bruno Le Maire, c'est la petite phrase je veux faire une guerre totale à la Russie. Ça nous laisse imaginer, présager de ce que ça aurait pu être, Bruno Le Maire, sur le long terme. Vous l'enlevez de ma bouche. Voilà, et ministre de la Défense. J'ai rayé de ma mémoire parce que c'est tellement pathétique. En mars 2022, où il prédit destruction totale de la Russie grâce au premier train de sanctions, on en est au 18e. Hein. Alors, je vous ai invité, monsieur Père De Jong, pour parler évidemment de la situation militaire actuelle, notamment entre la Russie et l'Ukraine et l'investissement des Européens dans le conflit. Il y a un sujet qui a beaucoup fait l'actualité ces derniers temps, c'était cette flotte fantôme et le risque des drones à l'échelle européenne, des drones qui survolent des aéroports. Est-ce que selon vous,
les Russes seraient assez, disons, va-t'en en guerre pour aller à des provocations, jusqu'à envoyer des drones au-dessus d'aéroports, de zones civiles, ou des provocations, oui, qui soient, enfin voilà, de ce genre d'acabit. De toute façon, déjà, les incursions des Russes le long des frontières, c'est pas du tout un scoop. Hein. Mhm. Ils l'ont toujours fait, ils le font en France, ils le font sur toutes les frontières. Ils envoient de temps en temps un bateau, de temps en temps ils envoient un avion, de temps en temps ils vont envoyer un sous-marin. Donc c'est une manière habituelle, en fait, de chercher du renseignement, de tester un dispositif. Bon, ça, j'imagine que on fait la même chose. C'est de bonne guerre. Maintenant, il y a ce qui est avéré et il y a la psychose. Alors, ce qui est avéré, il n'y a pas grand-chose d'avéré, mais il y a comme des choses avérées. Les MiG-31 ont effectivement tangenté la frontière estonienne sur en gros une dizaine de minutes. C'est qu'en fait, la frontière estonienne, elle est comme ça. Enfin, la frontière aérienne, évidemment, l'espace aérien, il suit la frontière terrestre. Donc, en fait, il est comme ça. Et donc, très clairement, les MiG-31 ont choisi d'aller tout droit. Donc, ils savaient très bien qu'à un moment donné, ils avaient mis un pied dans le territoire estonien. Ça, c'est validé. 3 MiG-31, c'est important, d'autant que les MiG-31, c'est les avions les plus rapides qui existent, en tout cas du côté russe. Ils font un Mach, je ne sais pas combien. Donc, c'est probablement l'avion de chasse le plus rapide au monde. Sachant, alors il est déjà ancien, bien évidemment, mais il est extrêmement rapide. Il n'est pas très manœuvrant, mais très rapide. Et donc, je pense que le choix du MiG-31 n'est pas le hasard. Si jamais l'avion avait été poursuivi, ils n'ont pas pu le rattraper. On est sur des avions plus rapides que des Rafales, par exemple. Ah oui, bien sûr, parce que ce n'est pas du tout la même fonction. Mhm. Le Rafale est multifonction. Là, c'est un avion de ce qu'on appelle de maîtrise de l'air. Donc, c'est un avion qui est destiné à tirer sur d'autres avions. Donc, c'est un avion de suprématie aérienne, comme on dit. Donc, très rapide, etc. Mais ce n'est pas un avion d'appui au sol, alors que le Rafale, il est multifonction. Bref, ce premier point. Le deuxième point, c'est, oui, le lendemain, donc là, on est aux alentours du 22-23 septembre, il y a eu effectivement un drone qui a tangenté la frontière roumaine, mais comme ça arrive souvent, mais comme c'est arrivé le lendemain ou le surlendemain d'une autre affaire, qui était en fait la pénétration des drones en Pologne, qui a été effectivement avérée, puisque les drones ont été détruits, une partie des drones ont été détruits. Et donc, il y avait un environnement sur quelques jours où on voit, il y a eu les MiG-31 qui ont longé la frontière estonienne. 2, il y a eu les 19 drones qui sont rentrés en Pologne. Et il y a le drone qui a tangenté la frontière roumaine. Ça, c'est validé, c'était vérifié, contrôlé. Le drone qui a tangenté la Roumanie n'a pas été détruit. Parce qu'il était assez lent, les avions sont mis derrière et on ne le détruit pas les drones toujours. Pourquoi ? Parce que, ils ne savaient pas ce qu'il y avait à bord. Et le deuxième point, quand vous tirez sur un drone, s'il tombe quelque part, sur un village, etc. Donc il y a un risque collatéral. Donc c'est ça qui explique la raison pour laquelle ils n'ont pas tiré. Et comme le drone ne leur paraissait pas agressif et qu'il est sorti au bout d'un moment, ils ont laissé faire. Ça, c'est la partie, je dirais, qui est validée. À partir de là, sachant également qu'il y avait la grande manœuvre russe, le nom m'échappe maintenant. Oui, ça me reviendra. C'est pas grave. Oui, Ouest en russe. Bref, ça me reviendra. Donc en fait, il y avait Occident, quelque chose. C'était Ouest en russe. Donc en fait, bilan de l'opération, il y a une grande manœuvre avec je ne sais pas combien d'hommes, sachant que les Russes ont toujours procédé à des incursions chez leurs voisins au moment des manœuvres. Un exemple, février 2022. Ils rentrent en Ukraine au moment d'une grande manœuvre où il y avait 300 000 hommes. Ils sont rentrés en Ukraine à ce moment-là. C'est une opération spéciale selon. Voilà. Et donc c'était le moment où ils sont. Donc on sait que c'est une technique russe. On masse des hommes. On explique que c'est la même manœuvre d'ailleurs au passage. On explique que c'est un exercice. Et puis, du coup, il y avait une partie ou toute partie. Il y aurait ce risque en mer Baltique Pardon ? Est-ce qu'il y aurait un risque en mer Baltique, admettons, qu'un exercice dérive ou on n'en sait rien. Comme c'est une technique russe et habituelle, en même temps il y a les MiG-31, en même temps il y a les drones. Tout est con. Il se passait plein de choses. Alors moi je pense que les Russes testaient le dispositif. Je dirais à la limite c'est de bonne guerre, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Quand on analyse les faits de tout ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Après il y a toute une série d'événements un peu particuliers, un peu bizarres, qui vont de toute une série de drones, entre guillemets, qui survolent les aéroports au Danemark. Vous avez un petit peu en Allemagne, et puis vous avez ce fameux bateau, la flotte. Donc là, on est rentré totalement, à mon avis, dans la psychose. C'est qu'en fait, je pense... Alors les drones ont existé parce qu'ils ont été filmés, mais j'imagine que ce n'est pas les drones qui venaient de Russie, bien évidemment, d'autant que les Russes ne se gênent pas pour dire quand c'est eux, et quand ce n'est pas eux, ils disent que ce n'est pas eux. Ils sont plutôt basiques, et donc ils ont toujours dit que ce n'était pas eux, que ça ne servait à rien, ils voient bien ce qu'ils veulent faire, d'autant que
les distances sont énormes par rapport à la Russie, par rapport à la Biélorussie. Il ne faut pas aller jusqu'au Danemark, il faut quand même y aller. Alors on a inventé un problème de flotte fantôme avec les bateaux, avec les drones qui pourraient éventuellement débarquer de la flotte fantôme avec des pages qu'on ouvre. Pourquoi pas? Tout ça me fait dire que tant que c'est pas validé, n'en parlons pas trop. Parce que je pense que je pense qu'il y a beaucoup de petits farceurs là qui s'amusent autour des aéroports. Moi, je vois ça vraiment comme ça. C'est pas du tout. Qui joueraient avec des drones pour faire peur. C'est connu. Tiens, mon drone il est meilleur que les autres. On va voir si, hop, ça décolle, ça se pose, ça vole pendant 1 heure, le temps il fait nuit, le temps qu'on récupère. Ça, c'est extrêmement compliqué. Sachant qu'un drone, on sait prendre un drone sur un radar, quelle que soit sa taille, parce qu'il y a un impact. Donc on sait qu'il y a un drone qui vole. Après, l'aéroport essaie de filmer, d'avoir des caméras. Donc voilà. Premier point de l'opération, il y a des drones qui ont volé. Le fait qu'ils soient russes, c'est pas validé. Et à mon avis, je vois pas l'intérêt. Alors on me dit oui, ils prennent des photos, machin, tout ce qu'on voudra. Mais tant que c'est pas prouvé, je préfère rester factuel. Parce que dans mon métier, enfin dans mon activité, en tout cas d'observateur, d'écrivain, de ce qu'on voudra, etc., il faut partir sur les faits. Il n'y a que les faits qui comptent. Et tant que c'est pas validé, ça ne fonctionne pas. La meilleure preuve, c'est que ce fameux bateau au large de Saint-Nazaire, les gars sont partis, là ils sont déjà au large de l'Espagne. Pavillon béninois, capitaine chinois. Oui, parce qu'on a projeté sur ce bateau un fantasme général. Alors c'est vrai que ça tombait bien, puisque rappelons-nous, ce bateau s'est arrêté, enfin on l'a forcé à s'arrêter, il s'est arrêté tout seul, on lui a dit arrêtez-vous, il s'est arrêté évidemment, près de Saint-Nazaire, parce qu'en fait il y avait le sommet de Copenhague, et je pense que les Français avaient besoin de motifs de débat. Donc ils se sont dit, voilà, on est en première ligne, on est capable d'arrêter, parce que c'est inarrêtable. Pourquoi c'est inarrêtable? Parce que vous avez le droit de la mer. Le droit de la mer, vous savez que le droit maritime est différent du droit de la mer. Le droit maritime, c'est la relation des individus avec l'eau, avec la mer. Le droit de la mer, c'est les marines avec les espaces. Les espaces, oui. Donc le problème, c'est que vous avez la zone exclusive qui va jusqu'à 200 miles. Après, vous avez le bord de mer, les 20 km, ça c'est votre zone à vous, c'est comme le pays. Après, vous avez la zone exclusive, puis après, vous avez les zones internationales. Donc tout dépend de l'endroit où vous êtes. Mais les responsabilités ne sont pas les mêmes dans chacune de ces parties. Tout à fait. Là, il était dans la zone exclusive. Exclusive veut dire que zone économique exclusive, c'est pas une zone de souveraineté. Alors c'est une zone de souveraineté, mais économique. Donc le problème, on a arrêté un bateau, de toute façon, on n'a pas trouvé les drones, on a trouvé un capitaine chinois, voilà, on n'a rien trouvé. Et donc welcome, et puis il est reparti. Donc les deux pays une amende, parce que je pense que les pavillons des bateaux changent sans arrêt, vous savez. Et deux, vous savez, les cargaisons de matières premières, le pétrole particulièrement, en fait, change d'acheteur pendant le transit. Donc, si vous voulez, et les gars changent de pavillon pendant le transit. Alors, probablement qu'il n'avait pas de bon papier, et quand même il les ait pas, il paiera une amende pour ça. La police, enfin la gendarmerie est montée à bord. Donc ils ont regardé. Il n'y a pas de drone, il n'y a pas de moyen de communication. Alors maintenant, il y a des esprits fins qui vont dire, bah oui, ils ont jeté à l'eau les moyens de communication. Ouais. Mais non. Le problème, c'est que quand vous avez l'aviation d'observation, les breguets pour faire coup français, on observe pendant des heures et des heures un bateau. Et on l'observe à une telle distance qu'il ne sait même pas qu'on l'observe. C'était pas une découverte. Sans les satellites. Donc s'il est mis le moindre truc à l'eau, on les aurait vus faire. Donc c'est pas la question. Simplement, je pense qu'il fallait trouver un prétexte au moment de Copenhague pour que l'État français puisse démontrer qu'ils faisaient des contrôles. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un contrôle, point final. On n'était pas sur un modèle, vous voyez, comment expliquer ça, une espèce de frénésie qui nous a tous pris pendant 3-4 jours. Oui. Et je suis bien passé pour savoir à quel point c'était frénétique. Mais donc voilà, les faits, rien que les faits. Et je pense qu'il faut garder son calme. D'autant que s'il y a une menace qui vient de l'Est, il faut impérativement qu'on soit calme. Si on commence à s'énerver, dès que vous avez une souris qui sort du truc et qui traverse la cour, et qui va dans son trou, on va craquer. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez l'habitude des plateaux télé, et on a eu des éditorialistes qui commençaient à se dire « Félicitations Emmanuel Macron, coup de force contre la Russie, enfin la France réagit, s'impose face aux dangers russes, enfin des mesures qui sont prises ». Alors que ce que vous dites, c'est que finalement c'est un énième coup de communication pour dire vous avez vu, on montre un peu les muscles. Alors que pas du tout. Mais comment ça se passe? Vous savez, moi j'ai connu la guerre en ex-Yougoslavie avec Jacques Chirac. Tous les présidents font la même chose. Je veux dire, on dit tiens, il y a un bateau bizarre. En plus, il était passé 2-3 jours avant, il était passé au large du Danemark, en même temps où il y avait l'incident sur les drones sur l'aéroport danois. Donc tout ça faisait qu'il y avait une concordance des temps. Donc il fallait faire quelque chose. En plus, il y avait encore une fois à Copenhague, il y avait les 27 Européens qui étaient rassemblés, plus évidemment les Britanniques. Donc c'était moyen de communiquer. Moi j'ai vu Chirac le faire.
au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, un G7, au Canada. Il amène une photo, etc. Parce que le chef d'État, il y a un problème de leadership qui peut se poser, il y a un problème de présence, etc. Et la France veut toujours être présent. Voilà, c'est un coup politique, mais je veux dire que, point final, il n'y a pas besoin, c'est normal. À la limite, c'est logique que les États, ils disent, voilà, c'est de la communication. Le problème derrière, après, c'est que je pense que quand on est expert dans ce domaine-là, il faut rester extrêmement calme, il faut se dire, voilà, quels sont les faits. Moi, j'ai toujours été, depuis le début de cette guerre, depuis 2022, j'essaie d'être le plus factuel possible, parce que sinon, on finit par dire n'importe quoi. D'autant que, vous savez, vous avez un environnement, vous avez les grosses... Vous savez, savoir est bien, savoir-faire est mieux. Savoir-faire. Mais savoir-faire, savoir ce que l'on fait, confère gloire et profit. Le problème, il est là. C'est que les mecs, ils ont les cymbales, les tam-tams, et puis ils rentrent dans la cour et bing, et bing, et bing. Il faut rester calme, savoir est bien, et savoir-faire est mieux, mais savoir est bien. Donc déjà, on sait, on dit ce qu'on voit, mais on n'invente pas un truc. C'est un peu le problème. D'accord. Vous parliez justement de zones d'influence, et ça me ramène au sujet de ces sociétés militaires privées qui ont eu l'air un petit peu de sortir de terre pour beaucoup de monde, en tout cas pour l'opinion publique, avec le conflit en Ukraine, avec notamment Prigojine et Wagner. Quel est le constat selon vous aujourd'hui ? Parce que des sociétés militaires privées, il n'y en a pas qu'en Russie, il y a aussi Blackwater avec les États-Unis. Est-ce que la France a définitivement perdu sa position, sa zone d'influence qui pouvait être l'Afrique à un moment donné d'un point de vue militaire, parce qu'on a équipé, on a formé du personnel militaire, je pense notamment au Mali. Est-ce que justement la zone africaine est définitivement perdue pour les Africains et les Français, et d'ailleurs vous en parlez dans votre livre? Alors, il y a deux volets dans votre question. Le premier volet, en fait, c'est l'émergence des sociétés militaires privées. En fait, ce n'est pas du tout les Russes. C'est très concrètement, ce sont les Américains. Alors, il y avait déjà une première période avec une boîte qui s'appelait Executive Outcome, qui était en fait des Sud-Africains, les années 90. La chute du mur a rouvert une espèce de champ de bataille dans les pays du Sud, en Afrique particulièrement. Et donc, c'est l'époque de Bob Denard, ça redémarre, les années 90, etc. Mais c'est un épiphénomène. En fait, le vrai moment, c'est Dick Cheney. Dick Cheney qui, en 97, à l'époque, Dick Cheney aux États-Unis, il est ministre de la Défense, et il fait un discours, et il dit, donc c'est la chute des budgets, puisque rappelez-vous, avec la fin de la chute du mur, la fin du pacte de Varsovie, en fait, les budgets de tous les États occidentaux diminuent, mais drastiquement. Les États-Unis, le budget chute de 28%. Donc il est interrogé dans une conférence de presse, donc c'est Dick Cheney, et il répond aux journalistes, le soldat est devenu rare, donc il est cher. Comme il est cher, il doit être consacré impérativement à sa mission à 100%. Donc toutes les missions périphériques peuvent être confiées à les sociétés. Et en fait, en 97, c'est le coup d'envoi aux États-Unis d'une forme de privatisation, mais non pas des opérations régaliennes, mais des opérations périphériques, logistique, conseil, déminage, etc., et sécurité, etc. En fait, c'est 97. Et d'ailleurs, en fait, Blackwater est créé en 97 parce qu'il est sur cette filière-là. Donc c'est vraiment en 2003. Et en 2003, donc il crée les SMP, il structure des SMP à partir de 97. Quand il rentre en Irak en 2003, donc 6 ans après, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que les États, d'une façon générale, ont 2 piliers régaliens. Un, ils ont la diplomatie, et 2, ils ont les militaires. La partie molle, la partie dure. En fait, en 2003, de façon assez originale, les Américains écartent ces 2 piliers et ils introduisent un troisième acteur, un troisième pilier qui sont les sociétés militaires privées. Et en fait, on voit qu'on n'est jamais revenu en arrière. En fait, c'est un outil qui était très intéressant au nom de deux principes. Le premier principe, le déni plausible, c'est qu'en fait, on a des structures dont on n'est pas obligé de dire, l'État n'est pas obligé de dire qu'il va financer secrètement ou confidentiellement. On n'est pas obligé de dire que c'est vous. Donc, il y a une forme de prise de risque de la société. Premier point. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le light footprint, l'empreinte minimum, qui fait que même si vous êtes officiellement là au nom de l'État, ce qui était en fait le cas en Irak, vous êtes quasiment invisible, parce que les sociétés militaires privées, ce n'est pas une armée. Donc en fait, il y avait un énorme intérêt à faire ça. Et à partir de là, Poutine, qui est au Kremlin, il observe la guerre en Irak. Et il faut savoir que ça se passe exactement en 2012. Eric Prince, qui est le créateur de Blackwater, il a vendu sa boîte depuis un moment, il voit l'ordinateur, et sur l'ordinateur, il voit un téléphone apparaître, rappeler tel numéro, machinalement, il me raconte, il fait le téléphone, et il tombe sur qui ? Sur Prigojine, qui lui passe un interprète, et Prigojine lui demande, à Eric Prince, lui dit, voilà, viens à Moscou, et fais-moi un Blackwater russe. On est en 2012, les dates sont très importantes, en 2012, et donc il hésite, mais en fait, il n'y va pas. Et pourquoi il n'y va pas ? Parce qu'il a la même proposition par les Chinois un mois avant.
Et là, il part, donc il récuse la proposition russe, et il part à Hong Kong, et il forme pendant 4 ans la première SMP chinoise qui s'appelle Frontier Service Group. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'en fait, tous les grands pays, les 3 grands acteurs militaires actuels, États-Unis, Russie et Chine, sont sur un modèle de privatisation d'une partie des activités militarisées. Je n'ai pas dit de la guerre, parce que c'est absurde. Les Américains, Blackwater, n'ont jamais fait la guerre. Ils n'ont jamais eu un contrat pour faire la guerre. C'est vraiment une lubie. Par contre, très concrètement, les Russes se sont servis de Wagner comme un outil combattant, comme une force supplétive, comme une milice. On l'a vu dans le Donbass. Chaque État fait ce qu'il veut, évidemment. Et pourquoi 2012, c'était important ? Parce qu'en 2013, Poutine envoie une unité qui s'appelle Slavonic Corporation, qu'il envoie en Syrie. Ils se prennent une claque énorme par Daesh. Il les rapatrie, et c'est là que dans le couloir, il croise Prigojine, et il dit Evgeny, tu me fais mon truc, c'est urgent, parce que 2014 se rapproche. Donc il savait en 2013 qu'il allait aller dans le Donbass, mais il fallait que ce soit discret, l'empreinte minimum. Et c'est comme ça, en fait, qu'il donne mission à Prigojine, qui ne voulait pas. Il faut savoir que Prigojine a mis des mois et des mois avant d'accepter la mission. Il a fini par l'accepter pour créer un environnement. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il désigne un gars qui s'appelle Dimitri Otkin. Et Dimitri Otkin, c'est le troisième directeur de la société Slavonic Corporation qui était à Hong Kong, qui était partie en 2013 en Syrie. En fait, vous avez une espèce d'écosystème qui se crée et qui permet aux États d'avoir des activités, licites ou pas licites. Les 3 quarts du temps sont licites, bien évidemment. Les Américains, c'est licite. Est-ce qu'on peut imaginer, quand on connaît les États-Unis et le niveau de la compliance qu'il y a, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils font plein de trucs licites ? Ou bien, c'est ce qu'on appelle les services secrets. Les services de renseignement, et les services secrets, il y a marqué secret. Et dans force spéciale, il y a marqué spécial. Donc c'est un autre sujet. Mais je veux dire, on sait qu'il y a des opérations particulières, mais c'est des gens qui ont des missions particulières. C'est secret et c'est spécial. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des forces supplétives. Et les Américains, bien évidemment, ont totalement contrôlé le système de bout en bout. Ils n'ont pas laissé partir. Et moi, de ce que j'en sais, parce que j'ai parlé avec Eric Prince, il vous explique très bien qu'évidemment, ils n'ont jamais dépassé le truc, sauf les événements à Nisour Square en 2007, où là, les gars paniquent et tirent dans le tas. Et là, il y a 40 morts, et là, c'est une dérive. On est sur une dérive, on n'est pas du tout sur une mission qui aurait été donnée. Le problème de tout ça, c'est, juste pour terminer, pour la deuxième partie de votre question, c'est qu'en fait, les Français, dans la même période, on était sur un autre modèle, nous. Parce qu'on a vu Bob Denard, qui était plutôt un mauvais signe, entre guillemets, 95, il termine. La gauche arrive en 97, Chirac est en 97. Et en fait, d'une façon générale, il décide de normaliser cette relation qu'on a avec le continent africain. Pour, rassurer évidemment les Africains, qui avaient un peu ras-le-bol d'avoir des gens un peu bizarres qui tournent à gauche à droite. Ça, c'était vraiment le but politique. Puis le deuxième but, c'était que les militaires sentaient bien, après 90, que les missions allaient baisser en volume, et aussi pour assurer les militaires, en disant voilà, on arrête tout ça. Et donc, malheureusement, on travaille sur un modèle qui est la loi d'avril 2003, la loi contre le mercenaire d'avril 2003, et qui bloque, en fait, pour un certain temps, et qui bloque, si vous voulez, le développement de ces sociétés. Et le paradoxe qu'on a, qui est incroyable, c'est qu'à partir de 90, il y a une augmentation du risque qui va jusqu'à 2001, 2011, les grandes périodes du terrorisme, et en fait, on a une chute des budgets. Et en fait, tous les autres, ils compensent la chute des budgets. C'est ça. Avec les États-Unis, et nous, on le fait pas. La Chine, mais c'est bien le problème d'ailleurs, parce que on entend Emmanuel Macron dire on va réinvestir dans la défense. Et est-ce que finalement le retard, les 20 années de retard, voire 30 années de retard, sont pas dus justement à ce manque de tangente, de changement de direction en termes de mentalité, j'ai envie de dire. Il ne faut pas non plus surjouer le rôle des parce qu'en France, on dit les ESSD, les entreprises de services de sécurité. De services de sécurité. C'est une question de sémantique, c'est pas très grave. Le problème, il ne faut pas non plus surjouer le rôle qu'elles ont. Par contre, elles ont un rôle d'amortisseur. Puisque aujourd'hui, les SMP, je vois aux États-Unis, ils ont réussi quand même à envoyer 100 000 combattants sur le terrain en Irak. Il y avait 100 000 contracteurs. C'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont doublé l'armée. Ce qui veut dire que si l'armée avait recruté les soldats qui étaient nécessaires pour des missions périphériques, honnêtement, les 3/4 des missions, 60% des missions, c'était des SMP américaines, c'était des missions, je dirais, subordonnées. L'alimentation, le courrier, voilà, des trucs comme ça. Après, vous aviez la partie traitement des véhicules, réparation, tout ça. Les 90% des missions des SMP américaines en Irak, en Afghanistan, c'était des missions, je dirais, périphériques. C'est des missions qui n'étaient pas dans le cœur du La prise de risque, non ? Il n'y avait pas de prise de risque. Il y en avait une, parce que dans les 10% qui restent, c'est ce qu'on avait. Il y avait la première prise de risque, ils étaient en charge de la protection des diplomates américains qui étaient présents en Irak. C'était pas nul, à l'époque c'était Bremer. Donc on voit autour de lui, c'est des gens de chez Blackwater. Et puis il y avait toute la partie intervention. Quand il y avait un véhicule qui pétait sur un IED, c'est eux qui allaient le chercher, etc.
etc. Donc il y avait toute une série de missions un peu particulières, mais qui n'étaient pas des missions de combat. C'est des missions périphériques. Et là, on les a vus tirer parce qu'ils se faisaient tirer dessus, ils répliquaient, etc. Donc, c'est ce cadre-là, mais ils n'ont jamais mené des opérations offensives, contrairement aux Russes, qui, eux, quand ils projettent Wagner en 2015, quand ils projettent Wagner en Syrie, c'est les combats de Palmyre. Ils prennent Palmyre, etc., appuyés par l'aviation russe. Donc là, on est sur des missions de combat, rien à voir avec ce que font les autres dans le monde entier. Les Russes, c'est un cas particulier, c'est ça que je veux dire. Tout ça pour vous dire que la France, on a laissé les trains passer. Et voilà, donc aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'en fait, on aurait besoin d'avoir des effectifs des ESSD, on ne les a pas. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'était très utile dans les années qui précèdent ? Je pense que oui, en partie. Je pense que notre relation à l'Afrique aurait été différente si on avait été invisible. Malheureusement, on est arrivé avec des drapeaux, les machins, le tournoi de foot, le tournoi de boules du dimanche, le cinéma aux armées du mercredi soir, et puis la brochette partie du vendredi après-midi. Et le retour de bâton, on en a été. Le problème, c'est qu'on était trop visible, et les États africains particulièrement, la jeunesse africaine aujourd'hui, elle ne négocie pas sa souveraineté. Et on n'a pas vu, et nous on pensait qu'on faisait comme d'habitude, c'était une espèce de routine. On n'a pas vu le coup venir, parce qu'en fait, ça devenait totalement inadmissible et impensable. Donc, une population africaine réfractaire à une présence qui ne soit pas, en tout cas militaire, qui soit trop forte, premier point. Et puis, toute une série de coups d'État qui sont liés au fait qu'on on était plutôt critique à leur endroit. Donc, tous les jeunes, les Goïta, etc., nous ont dit Goïta, au Burkina Faso, on a toute une génération de jeunes. Ça, c'est le Sénégal, partout, les gars n'en veulent plus. Bien et sûr. là, on n'a pas senti ça, qu'on ne l'avait pas anticipé. Bon, c'est une situation compliquée. Alors que les ESSD, moi, je travaille en Afrique dans ce domaine-là, pour former des armées africaines depuis très longtemps, puisque je le fais quasiment depuis, je suis rentré d'Asie, on va dire en 2009 à peu près, 2008-2009, j'ai commencé à le faire. On n'a aucun problème, puisqu'en fait, moi je suis rémunéré soit par les États eux-mêmes, donc j'ai une activité de formation, qui n'est pas une activité de combat, une activité de formation pour des unités opérationnelles, très concrètement, destinées en général à être projetées dans le cadre du maintien de la paix. Donc il fallait avoir des normes, et ça c'est des normes qu'il faut acquérir, des investissements, etc. C'est un point très important. Ou bien avec Thémis, on a une activité de valorisation de la formation française par la norme, donc on fait des écoles de guerre, etc. Et c'est les États africains qui se le payent eux-mêmes. Dès lors et donc vous avez une appropriation, ça qui est très intéressant. On n'est pas sur un modèle de coopération qui booste et puis qui dit on va s'animer, on va vous mettre des gars. Mais non, ils veulent pas. Quand ils veulent quelqu'un, les États africains, quand ils ont besoin d'une prestation et ils ont besoin de quelqu'un, ils se le payent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de faire l'aumône. Le problème, le fait de former tout le temps les gens fait que ça devient blessant pour ceux qui sont formés. Ils finissent par dire mais une forme de condescendance. Je suis tellement nul qu'il faut former tout le temps. Et donc ça n'a pas de sens, quoi. Oui, c'est ça. On traite un petit peu ces États comme des États en devenir continuellement, qui ne sont pas... Sachant que la décolonisation, c'est 1960. Donc faites le total, ça fait 65 ans. Non, c'était pas raisonnable. On ne pouvait pas rester sur le même modèle. Et je pense que si les États du Sahel ne nous avaient pas demandé de partir, et après tous les autres pays, etc., effectivement. Je pense à la Côte d'Ivoire, etc., alors ça s'est négocié, bien évidemment, je pense qu'on y sera encore. Le modèle était un modèle éternel. Ça tournicotait, on était dedans. On réfléchissait même plus à la finalité politique de la présence d'une armée. Il fallait trouver un autre modèle. Bon, et c'est pour ça que les ESSD, c'est un modèle qui était souple, qui, à mon avis, aurait permis de compenser cette espèce de perte du régalien, parce que c'est prendre du régalien par rapport à une zone donnée. Et puis c'est une évolution mondiale, comme vous le décrivez avant. C'était un tournant à prendre à un moment donné, et on a eu peut-être à un moment donné des élites politiques qui se sont installées dans d'anciennes méthodes, qui ont peut-être aussi fini d'entamer ce qui pouvait rester de... En 2012, j'étais au Tchad, on formait des bataillons au Tchad, et moi j'ai vu les Américains arriver, on n'en revenait pas. C'est ça, justement. Je ne les ai jamais vus. Et d'un coup, ils se pointent, et les gars ont des budgets, ils sont plutôt professionnels, etc., etc. Et le problème, c'est que moi, je suis en concurrence directe avec eux. Parce que par rapport à l'État, moi, ça coûte quelque chose à l'État. Les Américains, c'est un problème de coopération. Donc, alors l'État français ne perçoit pas. Au lieu de dire, tiens, ce que fait De Jong actuellement, c'est pas mal, on va le financer pour compenser. Non, pas du tout. Ils m'empêchent de bosser. Ils vont créer un autre truc à côté qui s'appelle les EFS, les EFG, pour contrecarrer le développement de mon activité. D'autant que vous êtes trop cher à côté. Je suis cher parce que je coûte quelque chose. Parce que d'un côté, vous avez l'État français qui paye ses gars, etc. De l'autre côté, l'État américain. Alors, donc moi, j'invente un modèle. Concurrence absolument intenable, finalement, pour vous.
Alors oui, mais ça aurait pu durer. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais financé par des banques. Moi, j'ai mené une banque, comme la Société Générale ou la Banque Populaire. Ouais. Donc en fait, il y avait une relation de la banque que j'amenais avec l'État. Donc D'accord. c'était lié à l'État quand même. Ok. Mais le problème, il fallait avoir une vision. Et au-delà du fait, non, c'est à moi. C'était pas ça le sujet. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas senti ça. On est en 2012. Et 10 ans après, ralasse, on a plié bagages et on est parti. Parce qu'on n'a pas vu ce mouvement. C'est incroyable. Et moi, j'ai fait des tonnes de réunions, etc. Le problème, l'armée, c'est un monde un peu égotique, c'est un monde très masculin, c'est un monde qui s'approprie. Donc, c'est les hommes, vous voyez, des combattants. Donc, c'est à moi. Et le problème, c'est qu'il faut mettre toujours une petite goutte politique dans tout ce qu'on fait. C'est Clausewitz qui dit la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Si on oublie 30 secondes que l'acte militaire, c'est un acte politique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du football en kaki, quoi. Et justement, quelle est la place, vous me faites la transition, la place du Quai d'Orsay dans ce genre de contexte, de situation ? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la diplomatie française est complètement effacée et justement, ça n'aide pas la partie militaire, puisque c'est censé être aussi, j'ai envie de dire, une partie à deux, comme vous le dites, avec une partie politique, une partie militaire, le dur et vous savez, mais je pense à la bouteille, donc je vais pouvoir dire des choses un petit peu raides. Allez-y. Le problème, c'est que vous êtes chez vous ici. Vous savez, le problème, c'est qu'on a perdu beaucoup en compétences. Ouais. Je prends l'exemple les militaires tout d'abord. Au moment de la chute du mur, pas des années 2000, un plan qui s'appelait Armée 2000. D'abord, j'ai démissionné au plan Armée 2000, tellement l'effondrement de notre système était visible. Donc je me suis tiré et je suis parti en Asie pendant 8 ans. Le problème est le suivant, c'est qu'on a considéré que l'Afrique n'était pas particulière. Donc en fait, moi, quand j'étais officier, j'avais à tous les grades, j'allais en Afrique, j'allais dans des endroits différents, j'avais des activités. Parce que j'étais infanterie de marine, sa vocation, c'était de servir en Afrique. Dès lors que vous dites que l'Afrique devient une espèce d'espace dans lequel tout le monde doit tourner, donc il n'y a plus de rétex. Les gens n'allaient plus qu'une seule fois en Afrique. Donc vous allez 4 mois en Afrique, et vous avez été en Afrique, vous avez coché la case d'Afrique, ça n'a pas de sens. L'Afrique, c'est extrêmement compliqué. Moi, quand j'étais lieutenant, quand j'étais dans mon régiment, mon chef de corps m'a dit « mais t'as jamais été en Afrique ?» Il m'a trouvé ce qu'on appelle une tournée marchand à ce moment-là, et je suis parti 1 mois et demi en Afrique. Et j'ai fait une mission en Côte d'Ivoire, etc., prendre la frontière guinéenne. J'ai commencé à comprendre, et puis il y avait des gens qui m'expliquaient. J'ai fait des rapports, j'ai commencé à travailler le sujet, vous voyez ce que je veux dire, à tous les grades, et mon expérience a augmenté. Et ben, chez les diplomates, c'est la même chose. Il y avait des systèmes, des organisations qui étaient dédiées à l'Afrique, et malheureusement, au fil des années, au fil du temps, et c'est vrai que les années 95 ont été un sacré choc, et bien globalement, au fil du temps, ça s'est amoindri. Donc notre connaissance de l'Afrique a diminué, tant chez les militaires que chez les diplomates, et le résultat final, c'est quoi ? C'est que nos soldats, quand ils allaient en Afrique, à cause du terrorisme, ils passaient leur temps enfermés à triple tour dans leur caserne, et quand ils sortaient, ils mettaient les casques et les gilets pare-balles, et tout ce qui n'était pas du régiment, c'était un ennemi potentiel. C'est un problème. Quand vous n'êtes pas dans votre territoire, quand vous n'êtes pas dans votre pays, il faut s'adapter au pays, aux règles, aux coutumes, aux us. Et puis voilà, on n'est pas toujours avec les armes à la main, entre dire voilà, vous sortez de là, pas du tout, tu n'es pas chez toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'IPO, c'est la même chose, à un niveau moins fort, mais cette connaissance globale, et moi, les Africains me disent toujours à quel point ils ont été surpris par la vitesse à laquelle on a perdu notre connaissance de l'Afrique. Et je retiendrai qu'un seul exemple, 2 exemples de Sarkozy. Le premier, c'est le discours de Dakar de 2007. Est une honte absolue. Sur l'histoire et l'Afrique. C'est incroyable. Enfin, des discours comme ça, le gars qui écrit ça, je me dis, mais à qui il parle En même temps, il a inauguré la phase Hollande-Macron derrière, où on a eu aussi toute une série de... Oui, et puis il y a deux trucs, c'est la guerre au Libye. 2011, putain, mais c'est incroyable comment déclencher ce conflit en Libye. Tous les Africains que j'ai rencontrés, tu sais, j'en ai vu un certain nombre, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Enfin, la Libye, c'était le bouchon, il fallait trouver des solutions, etc. Alors, encore une fois, je n'ai pas dit que Kadhafi, c'était un enfant de cœur. C'était un enfant de cœur, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur la queue de trajectoire de tout ça. Et ça, les Africains nous en veulent beaucoup. Dans le Sahel particulièrement, et je pense qu'une partie de notre départ du Sahel est liée à ça, bien évidemment. Ils n'ont jamais accepté que notre activité, notre action militaire qu'on a menée avec les Britanniques et avec d'autres, etc., on était quand même très leader dans le système, et ils n'ont jamais accepté que la destruction, en tout cas le démantèlement, entre guillemets, de la Libye, les affecte. Ils n'ont jamais compris pourquoi on ne l'avait pas anticipé. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a été fous de là-bas ? C'est les Français qui ont tapé.